Voilà, pardon. Donc nous commençons avec Gilbert Defer, pilote d'essai sur Concorde, qui est mon invité ici. Alors, le Concorde, pilote d'essai d'abord. Oui, pilote d'essai Bien après. Depuis 1965. Et initialement affecté au centre d'essai en vol pour faire la surveillance étatique du développement Concorde. La surveillance étatique, c'est-à-dire? Oui, c'est comme ça. Eh bien, quand vous avez un marché d'État, l'État, par l'organisme qui s'appelle le centre d'essai en vol, a un droit de surveillance, parce que c'est lui qui paye les développements. Et l'exercice de ce droit se fait par des ingénieurs, mais aussi par des pilotes qui font des vols très tôt sur le prototype en développement. En ce qui me concerne, j'ai dû voler, je crois que c'était le vol 13 du premier avion, voilà, pour donner ma bénédiction et permettre à Turca, du haut de mes 29 ans, d'aller présenter l'avion au Bourget. Donc c'est vous qui, en quelque sorte, disiez il est OK pour le présenter? Absolument. Il est en état de survoler les foules. Il ne va pas se massacrer ou se casser en vol. L'avion est en un état suffisant de développement. Là, c'est le premier critère, c'est avant tout la sécurité pour le public. C'est la sécurité pour le public. Parce que le danger c'est une rupture d'aile. Qu'est-ce qui peut se passer sur un avion qui est, si je comprends bien, en cours de finition? Ah non, il n'est pas en cours de finition. Il est volable. Il a fait son premier vol le 2 mars 69. Mais pour aller au salon du Bourget, qui est toutes les années impair, qui devait être, je ne me souviens plus de date précise, mais quelque chose comme juin 69, il n'y avait pas grand place pour faire un développement complémentaire. Voilà. Et à ce moment-là, est-ce qu'on définit aussi les limites de ce que va pouvoir faire l'avion? Ce qui est raisonnable de faire avec, devant un public? C'est peut-être pas ce qu'on peut faire en essai d'ailleurs. Bien sûr, non, mais il y a un domaine de vol, et ça c'est valable pour tous les avions qui viennent au Bourget. Et pour ce qui est du vol de présentation proprement dit, il y a un ancien du CEV qui porte le nom délicieux de Jupiter, et qui a donc les foudres entre les mains pour éventuellement virer un pilote qui transgresserait les règles qui sont extrêmement précises. Et c'est vrai que c'est quoi? C'est une enveloppe de vol, un cadre de vol qu'on ne doit pas dépasser, par exemple? Un cadre de vol, oui. Il faut bien comprendre qu'ici, si vous voulez, c'est quand même une gageure formidable que de faire voler autant d'avions, généralement sur un programme qui est tenu à la minute près, et dans un espace aérien qui est entouré de population et qui est bordé sur un côté parce qu'on a défini être le mur de Roissy. Alors celui-là, celui qui passe une fois, ne serait-ce que de 10 mètres, il est viré définitif. Voilà. Donc le mur de Roissy, c'est le mur de l'aéroport civil Roissy. Enfin, et là, il faut les axes de décollage de Roissy qui sont toujours en service pendant le salon. C'est une petite prouesse sur le plan de l'organisation de faire ça. Et pour parler du Concorde en tant que pilote, comment se pilotait cet avion mythique? Est-ce que c'était un avion difficile à piloter? Est-ce qu'il avait... Non, pas du tout. Il avait des spécificités qu'il fallait apprendre à ceux qui, après, l'ont utilisé sur les lignes, ce qui a été notre première mission après la fin des essais en vol. Mais cela dit, c'était un avion facile, raisonnable, très bien équipé pour l'époque, pas dans le caractère presque excessif des avions d'aujourd'hui, mais qui, par exemple, avait déjà des commandes de vol électriques. Déjà des commandes de vol électriques, oui. Absolument. C'est le premier avion qui avait des commandes de vol électriques. Pas avec la même autorité, pas avec les mêmes surveillances, mais il avait des commandes de vol électriques. Alors moi, j'ai lu notamment qu'il passait Mach 1 en montée. Oui, bien sûr, bien sûr. Et, il transportait donc 100 personnes à une époque où c'était une gageure même pour des avions de chasse d'aller à Mach 2. On m'a dit, alors je ne sais pas si c'est vrai, est-ce que c'est une légende qu'il pouvait traverser certains pays et ne pas être attrapé par la chasse aérienne du pays? Ah oui, ça c'était difficile. D'ailleurs, on l'a vu après, parce que dans le cadre du développement, on a fait, et j'ai fait, en tant que pilote du CEV, des accompagnements.
Et pour accompagner Concorde, pour observer certains phénomènes de l'extérieur avec un Mirage 3, c'était pas commode. Hein, parce que lui se déplaçait, bon, quand on faisait ça, il s'arrêtait à Mach 1,8. Moi avec le Mirage aussi, mais il faut faire ce qu'on appelle un virage relatif. Et c'est pas commode d'être pile en patrouille à Mach 1,8. Voilà, c'est un avion qui sortait véritablement des enveloppes habituelles, quoi, des domaines habituels. Et si on le poussait, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Parce que bon, bien sûr, il faisait le Paris-New York qui était la ligne reine. Absolument. Enfin, il a commencé par l'Amérique du Sud. Il a commencé le jour de sa mise en service, qui était le 21 janvier, tout le monde sait ça, anniversaire de la mort de Louis XVI, par un premier Paris-Rio. Un Paris-Rio. Avec une escale à Dakar. Voilà. Et par rapport aux avions d'époque, on gagnait combien de temps, puisqu'on est supersonique, donc ça devait être 2 fois plus rapide, à peu près? Oui, pas tout à fait, parce qu'on avait une escale de 45 minutes à Dakar. On n'était pas donc toujours supersonique, mais enfin, ça fait une grosse différence de temps. En tout, je crois que le temps bloc était de l'ordre de 6 heures pour les Rio. Voilà, alors, Paris-New York, c'était 3h15 à peu près. À peu près. Voilà. Au lieu de 8 heures dans un avion normal, on va dire. Voilà, 8 heures ou plus, selon les farces de la météo et l'organisation des courants de jet. Alors oui, il volait très haut, donc 20 km à peu près d'altitude. Pardon? Il volait très haut, mais il volait très haut. Alors si vous voulez, toute la partie subsonique était conventionnelle, mais à Mach 0,95. Lorsque nous arrivions dans une zone où on savait que le banc sonique n'allait pas se propager au sol, il se caractérise par une surpression qui est dangereuse pour les glaces et qui fait un beau petit bruit, quoi, un bruit d'éclatement. À ce moment-là, on avait le droit d'accélérer. Et donc toujours sur la montée, on accélérait, on passait le mur du son qui n'a aucun autre effet, vu de l'avion, qu'un petit saut de la statique, dont un à-coup sur le variomètre et sur l'altimètre, et on enchaînait en accélération vers la vitesse maximale en opération, qui était de 350 nœuds. Et ceci nous a mené, naturellement, à l'ISO 350 nœuds, à rencontrer le Mach de croisière de 2,02 exactement à 50 400 pieds. Et si l'atmosphère le permettait, on continuait à monter ISOMAC jusqu'à trouver le plafond de sustentation. On n'était pas très gêné à l'époque avec les croisements, vous voyez. Donc on se foutait un peu de l'altitude. Et typiquement, on terminait à 60 000 pieds pour initier la descente sur Kennedy. 60 000 pieds. Ouais. Oui. Donc c'est l'avion civil qui a volé le plus haut. Ah oui, de loin, parce que nous, dans le domaine périphérique, quand on ouvre un domaine au public, on va voir au-delà. On est monté jusqu'à 67 68 000 pieds. Donc c'est quand même l'avion de tous les records. Et vous qui l'avez piloté aussi pour faire des démonstrations ou en essai, vous êtes allé un peu chercher les limites de la machine. Ah ben c'est notre métier. C'est votre métier et ces limites, vous les avez trouvées bien plus lointaines que d'autres avions civils, j'imagine ou... Oui, tout à fait. Et éventuellement des limites qu'on a dû mettre arbitraires, vous voyez, pour offrir à l'utilisateur un cadre de travail, parce que c'était assez inhabituel. La limite, par exemple, de vitesse basse était une fonction du centrage. Or, nous étions obligés, pour croiser à Mach 2 avec des performances raisonnables, de basculer le carburant de l'avion vers l'arrière, dans le réservoir de la pointe arrière, et d'être à un centrage où on ne pouvait plus atterrir. Bien. Un centrage où on ne pouvait pas atterrir. D'accord. Où on aurait pu atterrir, mais quand l'avion décélérait, il tombait sur sa roulette arrière. Ah, à ce point-là. Donc, oui, on ne pouvait pas atterrir si on ne changeait pas le carburant de réservoir. Absolument. Et si on ne traversait pas le carburant dans les réservoirs, on ne pouvait pas voler avec deux. Donc il y avait ce système. Le carburant jouait un rôle fondamental. Non seulement il alimentait des moteurs, mais il servait aussi de source froide pour le conditionnement d'air. De source froide, parce qu'il chauffait à cause de la vitesse. Alors ça, c'était le mécanicien d'évident qui réglait avec ses pompes
et qui vidait le réservoir 10, éventuellement dans les réservoirs avant, puis dans les nourrices qui alimentaient directement les moteurs. Oui, un avion exceptionnel à plus d'un titre. Ouais. Alors, Oui, il y a une légende qui dit qu'un jour, Turca aurait fait un tonneau avec le Concorde. Est-ce que c'est vrai? Non, alors Turca, c'est absolument faux. Turca ou un autre? Je sais pas. Moi, Un autre, c'est vraisemblable. Ah, c'est vrai. Le Concorde pouvait faire un tonneau. Tous les avions peuvent faire. Lorsque vous Je faites, sais pas. Moi, j'ai du mal de voir un 380 tonneau faire un tonneau. Hein. C'est une manœuvre où vous restez assis, vous pouvez poser votre verre avec de l'eau, il ne bougera pas. Parce qu'on est toujours en G positif. Absolument. Donc Concorde pouvait faire un tonneau sans problème. Comme tous les avions. Comme tous les avions. Comme tous les avions. Parce que moi, j'ai du mal à voir un 747 faire un tonneau personnellement. Ah, mais je vous assure, c'est exactement pareil. D'ailleurs, Boeing avait inauguré, à l'époque du 707, son pilote d'essai avait fait un tonneau barriqué à Seattle. Mais tous les avions peuvent le faire. Ce n'est pas du tout une performance exceptionnelle. Extraordinaire aventure que ce Concorde.